Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Vous aimez les polars ou les romans historiques? Alors cette émission est faite pour vous. Nous allons au Salon des livres de la Réunion, au Portail, et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Je suis ici au Salon du Livre Réunionnais, au Portail à Leclerc, et je suis en compagnie de Madame Sabine Tirel. Et donc, Madame, vous êtes romancière et aussi un petit peu historienne, il me semble. Bonjour, je m'appelle Sabine Tirel, je suis auteure de romans et de scénarios de bande dessinée, de quelques contes. Aujourd'hui, je vous présente mon livre « La Demoiselle de Belvédère », qui se passe entre 1880, 1878, 1880 et 1883. C'est l'histoire d'une demoiselle qui habite dans une propriété de l'Est de la Réunion, à Saint-Jean, donc entre la petite rivière Saint-Jean et la grande rivière Saint-Jean, à Sainte-Suzanne. Elle découvre l'amour à 17 ans, et après le destin s'en mêle et elle va jusqu'à Nice pour retrouver son amoureux. D'accord. Voilà. Et le personnage principal de ce livre-là, qui se passe à La Réunion pendant toute la première période, est la petite fille du personnage principal du livre précédent, qui est Noir Café, qui se déroule entre 1827 et 1850 à La Réunion aussi, dans une propriété qui est à Sainte-Suzanne, donc entre les deux rivières, petite rivière Saint-Jean et grande rivière Saint-Jean. Donc le village s'appelle Saint-Jean. Et vous m'avez dit que c'était aussi à l'époque de la construction du chemin de fer. Oui, ce livre-là se passe pendant la période de la construction du chemin de fer à La Réunion, donc autour des années 1880. Ouais. Et on a fait venir justement des Piémontais et des Européens pour aider à la construction, et des spécialistes. On a aidé pour la construction du chemin de fer à La Réunion. Et l'amoureux donc de mon personnage principal vient de l'Italie ou du sud de la France, et elle va essayer de le retrouver. Et donc on voit la construction, dans le livre on voit la construction du chemin de fer évoluer. Ensuite elle prend le bateau, elle traverse le canal de Suez qui vient d'être ouvert, donc aux navires pétroliers et encore à voile parfois. Et elle va jusqu'à Marseille et jusqu'à Nice pour le retrouver. Après, je dis pas la fin, on ne sait pas si elle revient ou si elle revient pas. Ça se passe à l'époque de la construction du chemin de fer. Moi, je fais partie de l'association Titrin, justement. Ah. Et justement, l'association Titrin, on a comme projet de refaire passer le chemin de fer entre Sainte-Marie et Sainte-Suzanne. Et donc, ça serait sur l'itinéraire, ça va passer aussi Belvédère. Pratiquement, donc, oui. Voilà, sur l'itinéraire de votre roman. Oui, exactement, il passe justement sous le phare de Bel-Air. Ouais. On explique qu'il y a des accidents qui se passent là, et il y a des petites aventures comme ça qui sont très amusantes, très humoristiques, et qui dédramatisent un peu la situation de l'époque. Ouais. Voilà, et ça serait bien que pour l'association Titrin longtemps qu'on me Comment dire, moi je viendrai témoigner, et mon conseiller c'est Éric Boulogne là-dessus, conseiller historique. Je connais Éric Boulogne. Justement, mon conseiller historique donc il a donné quelques renseignements et de ses recherches. Voilà, c'est lié à l'histoire du chemin de fer. Voilà. Oui, exactement.
Alors la construction du chemin de fer, c'est vers 1878 et jusqu'en 1883. C'est ça, exactement. C'est exactement la même période. Donc c'est sur 4 ans. Sur 4 ans, on a fait. Voilà, bon, on va pas épiloguer. Donc voilà. Alors alors le premier, s'il se passe en 1883, ça correspond à l'inauguration du chemin de fer. Oui, 82, oui. Oui, c'est en 82 l'inauguration. 182 l'inauguration. L'inauguration, c'est en 82 et était mis en service en 83. Et votre héroïne a 17 ans, voilà. 17-19 ans. 17-19 ans, ouais. Oui, voilà. Donc il lui arrive plein d'aventures en pleine période. Elle rencontre justement des ingénieurs qui sont venus construire le chemin de fer sur la Réunion. Ouais. Et donc il lui arrive plein d'aventures et voilà. Et on voit dans l'histoire du livre, je retrace un peu les journaux de l'époque. D'accord. Comment il s'appelait, Monsieur Lahuppe. Il y avait la Gazette, Lahuppe. Monsieur Lahuppe, là, dans la Gazette, il racontait. Non, c'est le journaliste. D'accord, oui. Et donc je mets des articles. Il y a quelques articles qui concernent la. Parce qu'il y a deux personnages aussi qui racontent ce qu'ils ont lu dans la presse et tout ça. Il y avait la Gazette, Le Progrès, les journaux de l'époque, je crois. Je sais plus si Le Progrès c'était vers 1880, je ne sais plus. Voilà, mais bon, il y avait ces journaux-là, ils sont présents dans le mémorial. J'ai un peu raconté donc, ce qu'il y avait dans les articles de journaux, ont été un peu repris dans les dialogues. Ils racontent ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont lu, ils discutent. Et donc à partir de là, on voit ce qui se passe. Et en même temps, les ingénieurs qui reviennent à la maison, ils racontent ce qui s'est passé la journée quand ils ont construit le chemin de fer, les difficultés qu'ils ont eues à passer sous le tunnel, à creuser le tunnel sous le phare de Sainte-Suzanne, phare de Bel Air Sainte-Suzanne. Donc voilà, je pense qu'on ne s'ennuie pas du tout dans ce livre-là, l'écriture est facile. Et c'est lié aussi à la création du canal de Suez. Le canal de Suez, exactement, voilà. Parce que justement, le canal de Suez vient d'être ouvert. Il y a peut-être 3 à 5 ans, pas plus. Et les premiers bateaux passent justement par le canal de Suez. Et le personnage principal, elle part donc par le canal de Suez jusqu'à Marseille pour aller retrouver son amoureux qui est reparti en métropole. Après, justement, c'était un engagé, disons, sous contrat. Il était là pour tracer le chemin de fer. Une fois que sa mission était terminée, il a été renvoyé, enfin, il est rentré chez lui. Et elle prend le bateau pour aller le retrouver. Et on voit justement à chaque étape ce qu'il voit en chemin et tout le trajet du chemin du bateau, du paquebot, l'échange qui se fait à Suez et tout ça. Et dans le livre, quoi, on voit une belle page d'histoire. Si j'ai bien compris, alors celui-là se passe en 1883 à Sainte-Suzanne. Et celui-ci, je crois que le héros, c'est l'ancêtre de la jeune fille de 17 ans. Voilà. Oui, c'est l'histoire, ça se passe entre 1827 et 1850. C'est l'histoire d'une petite esclave domestique qui arrive dans la propriété de Belvédère, d'ailleurs, qu'on retrouve ici. Dans la propriété de Belvédère, elle est une esclave, elle a 11 ans et elle devient une jeune fille, une jeune femme, une maîtresse, une mère. Et son fils qu'elle a dans ce livre-là est le père du personnage de la demoiselle de Belvédère. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vers 1820, donc c'est un petit peu l'époque d'Edmond Albius. Non, oui, mais Edmond Albius, oui, c'est son époque si on veut, parce qu'il a découvert la pollinisation de la vanille en 1841. Ouais, 20 ans après. Donc en 1841, ça se passe là, mais j'ai juste une petite anecdote à la fin. C'est amusant, ça fait penser au livre de Gaël Bellem justement sur la vie d'Edmond Albius. Donc voilà, donc c'est intéressant, c'est sûr, c'est autour de Sainte-Suzanne, parce que cette région-là est très riche en histoire en fait. Oui, voilà. Tout à fait. Et j'ai un autre livre qui s'appelle Le Mousse de la Méduse, que j'ai édité dans les Bulles de l'Océan, que j'ai fait éditer par les Bulles de l'Océan, et qui se passe, c'est l'histoire de Jean-Michel Claude Richard, qui est le deuxième directeur du Jardin de l'État et qui a contré, qui n'était pas d'accord avec Edmond Albius. Il a dit que c'est lui qui avait montré à Edmond Albius comment polliniser la vanille. Alors ce qui est faux de toute façon, parce que sinon il avait montré 4 ans plus tôt, donc ça veut dire que Edmond avait 8 ans.
donc, ce qui est absolument pas possible. Et donc dans ce livre-là, dans Le Mousse de la Méduse, je raconte l'arrivée de ce monsieur-là et la fin. Justement, il y a un chapitre entier sur la découverte de la vanille et les conflits qu'il a eus et les échanges qu'il a eus avec le propriétaire d'Elmont. Le propriétaire d'Edmond, les journaux et tout, pour dire que c'était lui qui avait découvert la vanille et non pas le petit esclave, parce que ça ne se faisait pas. Comment un grand directeur avait pas trouvé la pollinisation et un petit esclave en plus, et lui comment il avait fait pour trouver ça, quoi. C'était pas possible. Ah oui, parce que lui, il était, voilà, exactement. Donc j'en parle dans ce livre-là. Okay. Donc voilà, donc ce sont les deux livres. Le premier c'est la Demoiselle de Belvédère et l'autre c'est Noir Café. Tous les deux se passent à Sainte-Suzanne. Je suis en compagnie de monsieur Denis Kahn-Pavadé et monsieur, vous avez sorti un livre qui s'appelle Dans son verre et nous sommes ici au salon du livre Réunionnais, au portail à Leclerc-Saint-Leu. Donc voilà, je m'appelle Denis Kahn-Pavadé, je suis métropolitain d'origine. J'ai été pendant toute ma carrière enseignant puis directeur d'école. Je suis à la retraite depuis 2019 et j'ai décidé de consacrer maintenant toute la période de vie qui me reste au domaine artistique. Donc je suis à la fois écrivain et en même temps plasticien puisque je fais des tableaux. Alors c'est pas de la peinture, c'est pour ça que j'aime pas le terme de peintre, mais bon, voilà. Ce livre, il me semble que c'est un polar, d'après ce qui est indiqué. Et c'est c'est un policier en fait, c'est sur une enquête, sur des meurtres, un peu à la Sherlock Holmes. Voilà, tout à fait. Donc il s'agit de mon second roman et j'ai eu envie de me lancer dans le genre des romans policiers. Donc c'est un roman qui se passe à La Réunion, à Saint-Denis, et les enquêteurs du commissariat Malartic courent dans tous les sens, de la montagne à la Bretagne en passant par le Chaudron, pour arriver à comprendre qui tue un groupe de lycéens du lycée Lecomte de Lisle. Et donc il est assez sévère, hein, assez rude comme polar, parce qu'il y a des scènes un peu hard, mais bon, comme je dis, c'est un polar, donc j'ai mis du noir et j'ai mis du rouge. Voilà. Donc du noir, du rouge et du rose aussi peut-être. Un peu de rose peut-être à la fin, mais faut pas trop dévoiler. Voilà. C'est difficile de parler d'un roman policier sans trop justement en dévoiler. On peut, quand c'est un autre genre littéraire, on peut se permettre de donner quelques extraits, quelques clés. Mais un polar, normalement chaque chapitre garde un peu son suspense. Donc voilà. Il ne faut pas désamorcer le suspense. Il faut que le livre garde son intégrité lorsque le lecteur l'ouvre justement. Voilà. Donc, alors peut-être ce que je peux en dire aussi, c'est que je suis parti de l'idée que quand il y a un crime assez monstrueux qui a lieu quelque part, pour autant tous les malfrats de la ville vont pas se mettre en pause en disant oh non mais je vais laisser le commissariat se débrouiller, on va pas faire de bêtises probablement. Donc du coup mon histoire principale va se retrouver sans arrêt en télescopage avec d'autres enquêtes qui peuvent être un peu secondaires, qui auront du lien ou pas avec la première, mais parce que moi, voilà, j'imagine un peu la vie du commissariat comme ça, fait de multiples rebondissements, y compris des vieilles enquêtes qui datent peut-être de quelques années et qui vont à un moment ressurgir parce qu'elles n'ont pas été élucidées et voilà, à la faveur d'un témoignage, d'un truc, il y a quelque chose qui va ressortir. Oui, ça fait aussi partie des fausses pistes qu'il peut y avoir dans une enquête. Et puis, il y a dans une enquête, il y a toujours un arrière-plan où il y a eu d'autres affaires qui n'ont pas été élucidées, d'autres et d'autres qui ont été mal déficelées justement. Bon, exactement. Voilà, donc... et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en tant qu'auteur, on est aux manettes. C'est moi, quand j'écris mon roman, c'est moi qui tire toutes les ficelles. Donc je m'amuse exprès à lancer mes enquêteurs sur des fausses pistes, sur des pistes qui ne sont pas les bonnes. Et il va leur falloir un moment pour arriver à s'apercevoir que non, ça ne marche pas, c'est autre chose. Et donc à chaque fois, ça les renvoie à la case de départ. Ce qui fait que bon, voilà, c'est terriblement drôle pour l'auteur de semer le doute, quoi. Oui, parce que c'est amusant, c'est que ce sont les fameux os à ronger, justement. Voilà. On donne des os à ronger, et puis le lecteur se rend compte que c'était une fausse piste, et puis il essaye de revoir son jugement. Donc c'est une façon de se remettre en cause, quelque part. C'est accepter le fait qu'on se soit trompé. Les gens dans la vie ont du mal à accepter d'avoir été sur une fausse piste pendant des années, tandis que voilà, donc c'est une façon, ça devient quelque part un genre d'introspection sur
sur la façon de voir les choses. Voilà, puis sur leur métier. Voilà. Alors la petite particularité du roman, c'est qu'au départ, quand je l'ai écrit, il se passait en métropole. Et donc je ne savais pas exactement où le situer et j'avais pas envie de passer un temps fou à me documenter sur une ville de métropole où aurait lieu ce roman. Donc du coup j'en ai parlé à un très vieil ami à moi qui s'appelle Jacques Sausset, qui est lui-même auteur d'une quinzaine de romans policiers. Il en a écrit un d'ailleurs qui se passe à La Réunion, L'Aigle Noir, qui est sorti il y a peu de temps en poche, on peut le trouver un peu partout. Et donc je lui en ai parlé et il m'a dit si tu sais pas quelle ville choisir, invente ta ville. Tu la crées toi-même, ce qui fait qu'il n'y aura pas de souci. Et du coup, je me suis dit, tiens, bonne idée, donc j'ai cherché, et puis j'ai cherché un nom de ville, et puis voilà, et j'ai construit une ville imaginaire qui s'appelait Lontachimo, voilà. Et puis, à un moment, mon premier roman m'a donné l'occasion d'avoir une interview avec Marie-Ange Frassati, et lors de l'interview, elle m'a présenté comme un auteur réunionnais. Et du coup, c'est vrai, ça fait 30 ans que j'habite à La Réunion, donc je suis réunionnais, et du coup, je me suis dit, mais j'ai envie de conserver ce label-là, ce cachet-là. Du coup, j'ai repris tout mon roman qui n'était pas encore sorti, pas encore publié, je l'ai repris entièrement et j'ai tout modifié pour que ça devienne un roman qui se passe à La Réunion, à Saint-Denis. Donc j'ai changé les noms de tous mes protagonistes qui sont devenus des Waro, des Paillettes, des rivières, etc. Et j'ai transformé les lieux de manière à ce que ça se passe voilà, à Saint-Denis. Je parle du Jardin de l'État, je parle de la Bretagne, je parle du Chaudron, je parle de l'immeuble à Pavoux qui est sur le front de mer, je parle de plein d'endroits dans lesquels les Réunionnais et particulièrement les Dionysiens vont se retrouver. Et du coup, voilà, c'est devenu un polar 100% réunionnais. C'est amusant parce que remettre le squelette de l'histoire dans un autre corps, en fait, c'est évident. Quoi. Voilà, mais la même armature je me suis vraiment amusé. Je me suis vraiment amusé. Voilà. Et du coup, comme c'était la première fois que j'écrivais un roman policier, mon premier roman n'était pas du tout dans le monde du polar. Au début, j'étais moyennement à l'aise dans cette atmosphère-là en tant qu'écrivain. Je veux dire, j'adore les polars moi en tant que lecteur, mais en tant qu'écrivain, j'étais moyen à l'aise. Mais au fur et à mesure, je me suis piqué au jeu. Et une fois que j'ai terminé, je me suis dit vraiment, j'aime bien ça écrire un polar. Donc du coup, là, je suis en train de réfléchir à mon deuxième polar, qui sera mon quatrième roman techniquement, mais qui sera mon deuxième polar. Donc je vais reprendre mes 4 enquêteurs principaux de celui-là, toujours au commissariat Malartic, pour une nouvelle enquête qui, cette fois, j'espère, pourra déborder un peu du cadre de Saint-Denis pour englober un peu plus toute la Réunion. Restez avec moi dans Sous la Varangue. La prochaine fois, nous nous intéresserons aux éditions Feuille-Songe et au développement personnel. À très bientôt dans Sous la Varangue.